Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Vous voulez tout savoir sur la rentrée économique? Eh ben, c'est maintenant dans le petit déjeuner de l'actu avec Laurent Mauduit, Yves de Cardrel. Oui, et vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, absolument, parce que bon, c'est la rentrée en fait économique, c'est notre rentrée qui nous concerne tous aussi pour notre portefeuille, notre pouvoir d'achat, évidemment, et comment construire un peu son budget. Alors, Yves, on va parler des retraites dans un instant, hein, comme vous l'avez évoqué, Laurent, parce que ça va être le dossier chaud de cette rentrée encore. Yves, vous avez parlé de la baisse des ventes de voitures là tout à l'heure, donc on attend de voir effectivement s'il y aura un rebond ou pas. Et puis il y a eu cette proposition, même si elle a été retoquée par le gouvernement, quand même, c'est d'interdire la publicité pour les voitures, pour les grosses voitures, les SUV. Pierre Chasseret est avec nous, qu'on entend chaque matin à 6h15 sur Sud Radio. Bonjour Pierre. Bon pied, bon oeil, je suis là. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Pierre, il faut dire que cette mesure a été retoquée par le gouvernement, mais l'idée continue quand même de faire son chemin. Sur le papier, c'est pas mal l'idée, c'est-à-dire peut-être d'offrir moins de tribunes aux voitures qui sont plus polluantes. Sauf que on se trompe souvent, en fait, à la fois de combat et puis dans les diagnostics, non ? Alors, il y a un double problème. Déjà, il y a un problème économique. C'est quoi ? C'est que l'argent de la publicité auto, c'est en gros 2 milliards d'euros qui sont injectés dans quoi majoritairement ? Dans la presse écrite, parce que les publicités automobiles sont très présentes dans la presse écrite. La presse écrite se porte déjà plutôt très mal en France, c'est difficile de vendre de la presse papier. Si on interdit la vente auto, moi je veux bien, hein, mais dans ces cas-là, il va falloir assumer. Ça sera fini le petit journal avec le café le matin. Oui, c'est la même chose aussi sur les chaînes d'infos, hein, parce que les chaînes d'infos c'était en boucle, notamment pendant le conflit des Gilets jaunes, alors que tous les écolos étaient sur les plateaux, on voyait dans les spots, on ne voyait que des voitures, hein, des grosses voitures. Moi, j'appelle ça de la schizophrénie, c'est-à-dire que certaines chaînes d'information vous mettent de la publicité auto en continu, et dans les titres, vous disent il va falloir apprendre à se passer de la voiture. Moi, je veux bien, mais eux, il va falloir apprendre à se passer de boulot. Hein. Et puis, le dernier point, au-delà de ça, il y a la mesure en elle-même, qui est un petit peu saugrenue. Faire de la publicité pour les véhicules les moins polluants, voire même ce qui fait trace un peu, là, du côté du gouvernement, ça serait de garder une interdiction publicitaire, par exemple, pour les SUV, oui. les petits, ce qui ressemble à un 4x4, mais qui n'est pas un 4x4 aujourd'hui. Le souci, c'est que ces véhicules sont les nouveaux véhicules familiaux. Si on se limite uniquement à faire de la pub pour les petites citadines électriques de place, moi je veux bien, mais c'est pas le véhicule qui correspond à monsieur et madame tout le monde qui a besoin d'une auto. Donc, je viens en plus de tester un véhicule pendant tout l'été, donc pour ne pas le citer, une Honda CR-V hybride. J'ai consommé 4 litres au 100. Donc les émissions polluantes sont en rapport. Donc c'est saugrenu de vouloir limiter les publicités par rapport au poids de l'automobile. C'est une idée qui fait son chemin. Parce que ce qui est important, c'est de trouver le bon usage de l'auto. Ce qui est important, c'est que les constructeurs améliorent leur automobile au quotidien et que chaque année, on ait accès à des véhicules de moins en moins polluants. C'est le sens de l'histoire. Rappelons-nous, les Renault 21, Renault 25 de l'époque, ça consommait 15 litres au 100. On n'en est plus là quand même. Ouais. Yves de Cardrel et Laurent Mauduit, hein, restez avec nous Pierre. Et puis vous pouvez réagir au 0826 300 300 si vous avez une opinion sur le sujet. Je pense que ce qui vient d'être dit est très important. Il va falloir choisir bientôt entre les emplois et l'automobile. Dans la loi mobilité qui est en cours de discussion actuellement au Parlement, la discussion a reprise en commission depuis hier, il y a un article qui interdit les voitures à moteur thermique à partir de 2040. Ça veut dire que dans 20 ans, 20 ans c'est demain. Et toute une génération d'ouvriers qui travaillent actuellement pour PSA et pour Renault sur des véhicules diesel, dont souvent ou des véhicules hybrides comme ceux dont eh bien, vont devoir soit... C'est ce qui se produit un peu en France. Hein. Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans l'automobile. L'automobile, c'est en tout cas, dans la construction. C'est plus d'1 million d'emplois directs, sans compter les emplois induits. C'est quand même colossal. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, je trouve qu'on a tellement souvent vu un État
qui n'était pas un État stratège, parce qu'en fait, c'est ça qu'on devrait attendre de l'État en matière de politique industrielle, dire quel est l'avenir à échéance de 10 ans ou de 20 ans, et de préparer les mutations. On a tellement par ailleurs fait grief à ce gouvernement, à juste titre, de ne pas avoir de véritable politique de transition environnementale, que pour une fois, quand il y a une mesure, même à échéance de 20 ans, qui trace une perspective, moi je trouve qu'il faut plutôt s'en réjouir, parce que d'ordinaire... Sauf qu'il faut avoir une solution en face, et qu'on l'a pas. Bien sûr. Donc c'est parce que et qu'on ne peut d'ordinaire, pas être seul dans le monde. on l'a bien vu avec Renault. D'ordinaire, les représentants de l'État qui siègent, par exemple, au Conseil de Renault, ne font qu'approuver ce que décident les firmes, en l'occurrence Renault. Donc c'est vrai qu'on aimerait entendre un État qui dise voilà l'avenir, voilà ce qu'il faut faire, voilà la stratégie. Voilà, on est souvent en panne de stratégie. Voilà. Mais vous savez comme moi, Laurent, que transformer des voitures à moteur thermique en moteur électrique, ça veut dire que les voitures consommeront de l'électricité. Et l'électricité, alors bien sûr, quand on interroge les Américains, 50% des Américains disent que l'électricité, elle vient du mur, parce qu'ils pensent à leur prise électrique. Donc, mais l'électricité, elle vient d'un petit peu plus loin, elle vient de centrales, et qui ne sont pas toutes des centrales nucléaires. Voilà, donc il y a 15 ans encore. Il y a tout ça dépasse une problématique d'ensemble. Il y a une problématique d'ensemble. Il y a 15 ans ou 20 ans. Je ne crois pas que cette problématique d'ensemble soit abordée actuellement à un moment où on vient de décider d'arrêter les recherches dans tout un pan entier du nucléaire français. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, ça me fait penser à ce qu'était ce genre de débat public il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Où se menait-il ce débat ? Pas dans l'urgence à l'Assemblée, c'était au commissariat général du plan qui prenait tous les paramètres du débat, donc la politique énergétique et la politique industrielle, la politique pour l'automobile. Or c'est vrai que là, ce sont les marchés qui ont la main, et donc les marchés le plus souvent commandent. Il manque une vision d'ensemble. Pour boucler avec vous, Pierre Chasseret, d'un mot, cette mesure visiblement a été retoquée, est-ce qu'elle reviendra ? Je pense quand même que le contexte qui va approcher, avec notamment, on en a parlé sur Sud Radio, les prix des carburants, notamment diesel, qui risquent d'augmenter, vont calmer un petit peu les velléités du gouvernement, qui va pas vouloir rallumer la mèche et refaire jaunir les gilets dans les mois à venir. Donc non, j'ai pas l'impression qu'on va en rajouter sur des constructeurs auto français qui ont déjà du mal à faire partir les automobiles ces derniers temps. Par contre, j'ajoute quand même que l'avenir, est-ce que c'est l'électrique ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est l'hydrogène ? On n'en sait rien. Mais il y a une solution de transition qui me paraît plutôt pas mal, c'est l'hybride qui récupère l'énergie. C'est là que c'est magique. Quand vous roulez, quand vous êtes en descente, sur le frein, eh bien vous récupérez une énergie qui se transforme en énergie électrique et qui va venir appuyer la motorisation traditionnelle. Ça permet de faire baisser les consommations. Ça, c'est les nouvelles technologies et c'est les nouvelles voitures, bien sûr. Et c'est ça qui sort aujourd'hui. C'est ça l'avenir de l'auto dans un court terme pour nous qui roulons en voiture aujourd'hui. Et peut-être un peu l'éthanol, mais ça se développe. Ça roule sur Sud Radio. Autre sujet, il y en a beaucoup. On va parler des retraites. Les violences faites aux femmes, les violences conjugales, ça vous inspire quoi, vous, Laurent Mauduit ? Écoutez, je trouve que la gravité du problème est telle que plus on en parle, mieux ça vaut. Il y a une espèce de pédagogie collective pour sensibiliser tout. Moi, ce qui me frappe malgré tout, c'est que le fait qu'il y a un Grenelle est donc une bonne chose, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a malgré tout dans ce que fait Marlène Schiappa. Vous voyez les chiffres que donnent les associations féministes, très sensibilisées sur la question. Par exemple, 5000 places d'hébergement pour les femmes menacées de violence. En fait, on sait qu'elles existent depuis au moins la fin de 2017. 70 psychologues dans les commissariats. En fait, ça existe depuis 2006. Et donc, du coup... Après, il n'y en a pas partout, évidemment. Il n'y en a pas partout. Mais c'est difficile. Marlène Schiappa annonce des mesures qui, pour une part, existent déjà. Et d'où le sentiment de beaucoup d'associations. Oui, les moyens, notamment les moyens financiers, ne sont pas, pour l'instant, au rendez-vous. Yves de Cardrel ? Non, c'est un sujet, je pense, j'espère qu'il soulève l'unanimité. J'irai un petit peu plus loin. On parle beaucoup des violences physiques. Il ne faut pas oublier que
il y a les violences psychologiques. Ah oui, ça commence d'ailleurs souvent par là aussi. Ça commence par là, qui sont souvent au quotidien, qu'on n'entend pas, que les voisins n'entendent pas, et qui brisent la confiance de milliers et de milliers de femmes. Sophie Cluzel parlait des femmes handicapées dans leur vie affective, etc. Ah oui, tout à l'heure, je pense que ces violences psychologiques qui sont au quotidien et dont on parle beaucoup moins, mériteraient d'être traitées au moins autant que les violences physiques. Oui, 39 19, c'est le numéro de téléphone. On va aborder, juste peut-être après le journal, mais les retraites, parce que vous y voyez clair, vous, sur la réforme des retraites, mon cher Laurent Mauduit. Tout à l'heure dans ma chronique, la seule chose, à mon avis, qui est limpide, c'est sans doute laisser passer l'échéance. S'il y aura une réforme, et je pense que le fait même qu'ils ont envie de décaler un peu, montre la teneur principale de la réforme, elle sera très impopulaire. D'où cette urgence, passer cette échéance électorale. Et vous aussi, vous avez ce sentiment que ça va être dur? Clairement, en tout cas, l'idée, c'est effectivement d'enjamber mars 2020. Tout le monde l'a bien compris. Et alors que cette réforme était prévue, je vous le rappelle, pour janvier 2019 dans le calendrier initial du gouvernement. Donc il faut rentrer dans le détail des mesures ensuite pour comprendre pourquoi ce serait impopulaire. Et puis ensuite, comme je disais hier, on en est à la troisième façon de la République. Première façon, on ne change pas l'âge. Deuxième façon, on met un âge pivot à 64 ans. Et troisième façon, on oublie la notion d'âge, on vient à la notion de cotisation. Ça commence, je vous dis, quand c'est flou, c'est qu'il y a vraiment un très gros loup. Bon, écoutez, puisque c'est aussi flou que ça, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça dans un instant, dans 5 minutes avec vous. On appellera aussi François Trio quand même pour connaître son avis sur la sélection de l'équipe de France. Jean-Pierre Dorian était quand même très dubitatif. On en parle dans un instant. Allez, on poursuit dans notre débat sur les retraites. On va dire un mot aussi quand même du rugby de cette sélection de l'équipe de France. Yves de Kerdrel est un grand spécialiste, non je plaisante évidemment. Laurent, en revanche, il connaît. Non. Moi, je connais bien le tennis. Ouais, le tennis, ouais. Mais il y a François Trio qui est avec nous. François ? Bonjour. Bon, une sélection sans surprise hier, sauf Picamol qui est maintenu. Mais est-ce que vous voyez une surprise dans cette équipe? Il y en a quand même une. On va dire quand même que la sélection de Louis Picamol, effectivement, elle faisait débat. Donc elle est réglée, elle est quand même logique. 79 sélections pour le Montpellierin, gros match contre l'Italie le week-end dernier. Donc il n'y a pas eu photo. Après, le grand absent, c'est quand même Félix Lambé, c'est la deuxième ligne de Lyon, qui faisait partie de ces joueurs quand même qui avaient intégré l'équipe de France et qui était régulier depuis 2 tournois des 6 nations. Et c'est un peu dommage parce que c'est un joueur qui a une option, on va dire en termes de mobilité, qui était intéressant pour le jeu que veut déployer l'équipe de France avec notamment Fabien Galtier dans le staff. Et après, la déception quand même, et pour les Toulousains aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Toulousains qui nous écoutent, c'est l'absence de François Cros, 3e ligne. Moi je le déplore en tant qu'amateur parce que c'est un joueur d'une extrême intelligence et dont le profil finalement va manquer. Il fallait faire des choix. 17 avant, 14 3/4, pourquoi pas 18 avant et 13 3/4, ça aurait été peut-être une option pour permettre à François Cros de partir. Ouais. Bon, pour en résumer, François, parce que pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le rugby, ils se disent cette équipe de France depuis des mois, on se dit que elle va de défaite en défaite. Est-ce qu'elle peut créer la surprise? C'est la question de Laurent Mauduit. Est-ce qu'elle peut créer la surprise au Japon dans 3 semaines? Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France? Pourquoi est-ce que pourquoi elle n'a pas le niveau qu'elle avait il y a 6, 7, 8 ans? Oui. Un peu à sa structure, dans la mesure où le championnat qui est très éprouvant, a
affecte les forces en présence, alors que les concurrents s'organisent pour favoriser et tout miser sur l'équipe nationale. Nous, on l'affaiblit d'une certaine manière par l'organisation de notre championnat. Donc ça, c'est le problème, le point structurel. Mais après, il y a eu une bonne préparation, il y a eu des bons matchs amicaux. Moi, j'y crois. Voilà, il faut pas non plus être défaitiste parce que c'est un premier match à gagner. C'est le 21 septembre, c'est dans peu de temps. Maintenant, le groupe est fait. Ils vont partir dans quelques jours maintenant au Japon. C'est l'Argentine qu'il faudra absolument battre. Et c'est pas non plus les All Blacks. Hein, attention. Oui. Bon, c'est une bonne équipe. On les connaît, etc. Mais il y a un match à gagner et ensuite il y aura une finale du groupe contre l'Angleterre. Donc moi, j'y crois. J'ai vu des bons signes dans ces matchs de préparation, une certaine cohésion défensivement et tout. Il faut y croire. Oui, bon, et puis on manquait un peu de talent. On en a quand même un petit peu là, avec Dupont et quelques autres, des jeunes qui arrivent, quoi. Hein. On a des grands talents. Ce qu'il faut, c'est un peu de confiance et voilà, que la mayonnaise prenne. C'est une compétition, c'est un tournoi. Donc un tournoi, ils vivent 4 mois ensemble. Donc si ça se trouve, la mayonnaise peut prendre. Il y a Dupont, c'est vrai. Et puis il y a aussi, je trouve que moi, il y a du talent, il y a une cohésion, il y a un groupe. J'y crois. Bon, c'est la France, quoi. Hein, merci François Trio, et on vous retrouve ce week-end. J'ai rassuré Laurent. Hein. Oui. Il est moyennement rassuré. Non, il est dubitatif. Cécile, je sais déjà que Cécile, elle est toujours d'accord avec moi. Oui, Oui, absolument. C'est l'équipe. Yves de Kerdrel, il se dit je vais regarder. Et puis on verra bien. En tout cas, la confiance, et puis c'est la transition aussi vers notre réforme des retraites, notre sujet, parce que là, est-ce qu'on peut avoir... Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce qui est en train de se préparer sur la réforme des retraites? C'est le sujet du jour, et vous pouvez d'ailleurs réagir au 0826 300 300. La réponse, malheureusement, coule de source, c'est que quelles que soient les deux hypothèses principales auxquelles Yves de Kerdrel faisait allusion tout à l'heure, soit l'allongement jusqu'à 43 ans d'activité pour avoir une retraite à taux plein, soit l'âge pivot de 64 ans, dans tous les cas de figure, ça veut dire qu'il faudra travailler plus longtemps et pour gagner moins, puisque le souci du gouvernement, c'est le plus possible de désindexer les retraites. Et puis là-dessus se surajoute une autre inquiétude qui est absolument majeure, qui est l'uniformisation sur la forme de la retraite par points. Il y a une idée qui n'est pas répandue dans l'opinion, mais qui est très importante. L'égalitarisme en matière de retraite conduit à l'inégalité de traitement. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a eu des situations différentes? Il y a certes eu du lobbying et du clientélisme, mais la raison principale, c'est que les citoyens, les Français, les salariés ne sont pas égaux face aux accidents de la vie, face aux métiers. Certains sont durs, ne sont pas durs. Donc tout passer à la toise sur le système de retraite par points crée des... Oui, Yves de Kerdrel. Là-dessus, j'aurais un petit peu une vision différente que celle de mon ami Laurent. Le fait de vouloir passer par une retraite par points, comme le voulait Emmanuel Macron, et comme il a annoncé dès bien avant sa campagne présidentielle, c'était justement de pouvoir éliminer tous les régimes spéciaux. Il y en a 37. Certains partent à la retraite à 52 ans, à la SNCF, etc. C'était lié, vous l'avez dit, à des raisons particulières de pénibilité, dont certaines ont disparu. Donc, il faut... on peut les réévaluer. Il faut voilà. Alors, qu'on passe tout à la toise est souvent absurde. Est très souvent absurde et crée plus d'inégalités que d'égalité. Mais il y a quand même beaucoup de situations qui sont aujourd'hui monstrueusement inégalitaires. Imaginons que ça ne pas vers vous. Écoutez, je vous dis, des agents de la SNCF qui partent à la retraite à 52 ans. Oui, mais alors il y a une réforme qui est en cours des régimes spéciaux. La réforme, c'est celle la réforme des régimes spéciaux. Elle est comprise dans la réforme des retraites.
dans le plan qu'a remis Monsieur Delevoye au mois de juillet, c'est compris dedans. Et c'est justement, ça passe par la réforme, la retraite à point. Est fait pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, Yves, précisons une chose. Est-ce que l'ambition de très long terme de la réforme n'est pas de conduire progressivement à ce que le taux de conversion, c'est-à-dire ce que vous gardez en retraite par rapport à votre salaire de départ, que ce taux progressivement baisse, ce qui est le cas depuis de nombreuses années. C'est que de plus en plus, le pouvoir d'achat des nouveaux retraités soit en baisse beaucoup plus forte que ce qui était le cas auparavant. Moi, je veux dire, ce qui m'embête beaucoup dans la réforme à point, ce qui est très clair, c'est que vous aurez désormais un certain nombre de points, et puis comme tout le problème des retraites est un problème d'équilibre des finances publiques, eh bien Bruxelles, puisque c'est plus Paris, c'est Bruxelles dira en 2028, cette année, votre système de retraite, il est trop déficitaire, le point. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui disent... Et nos députés n'auront rien à dire, personne n'aura rien à dire. Pourquoi ? Attendez, parce qu'on pourra toujours être souverain sur ce... Non, pour une raison majeure. Si vous demandez si la retraite par points n'est pas égalitaire, regardez l'exemple le plus célèbre, l'exemple de la Suède. Oui. Au moment de la crise financière, qui décide de la valeur ? Alping, on baisse la valeur du point, et donc vous perdez... aussitôt en pouvoir d'achat, massivement. Oui, allez, on va au standard. On va au standard parce qu'avec un nouveau sujet, Jacques de Toulouse qui voulait nous parler de la nomination de Sylvie Goulard. Bonjour Jacques. Ah bon ? Oui, Sylvie Goulard. Ça nous ramène à la question en fait européenne, quoi. Bonjour Jacques. Oui. Allô ? Oui, Jacques. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, merci. Oui. Merci de m'accueillir. Je voulais parler effectivement de la nomination de Sylvie Goulard. Au cœur de l'été, là où on peut le faire un petit peu en douce. Jacques, on vous entend pas très bien. Parlez bien dans le combiné, en fait, dans le téléphone, dans votre portable. Oui. Je disais la nomination de Sylvie Goulard au cœur de l'été, nomination donc qui se fait en douce. Je rappelle que Sylvie Goulard avait été révélée par moi-même sur Mediapart. Avait été nommé donc ministre de la Défense et avait dû démissionner suite à l'affaire des assistants parlementaires du. Donc là, nous mettions en avant un devoir d'exemplarité. Visiblement, ce devoir d'exemplarité n'a pas lieu d'être pour la Commission européenne, puisque M. Macron a jugé bon de nommer Sylvie Goulard pour la Commission européenne. On vous entend pas très bien, Jacques, mais on va en parler. Vous voulez poser une question. Non seulement vous dénoncez ça, et vous voulez poser une question à Laurent Mauduit, puisque c'est lui qui a révélé cette information. Oui, moi je le remercie de la révéler. Ce que je m'étonne, c'est que ni la classe politique, ni les médias n'ont fait grand cas de ce sujet. Je rappelle par ailleurs que Sylvie Goulard a été aussi rémunéré par un think tank américain. Je terminerai en Sylvie Goulard, connue comme une des personnalités les plus éminemment fédéralistes, nommée. Alors, oui, on va vous répondre parce qu'on n'entend pas très bien. Jacques, essayez de vous déplacer éventuellement avec le téléphone pour que ce soit. Donc la proposition devant le Parlement, et on verra si le Parlement européen l'accepte ou pas, mais pose deux graves problèmes. D'une part, Sylvie Goulard n'était pas digne de rester ministre compte tenu du fait qu'elle a été visée par l'enquête préliminaire sur les supposés. Donc elle n'est pas digne d'être ministre, mais elle est digne d'être commissaire européen. Donc c'est totalement incompréhensible. Et puis second problème, peut-être encore plus grave, c'est qu'elle, effectivement, quand elle était députée européenne, elle a été salariée pendant 2 ans par un think tank d'un raider américain qui s'appelle Nicolas Berggruen. C'est celui qui a racheté pour 600 millions de dollars le journal El País en Espagne. Et on s'intéresse think tank comme députée européenne. Et c'est elle qui va être salariée par ce groupe américain, est-ce qu'on le sait ? Qu'est-ce que Yves, Laurent écoutez, moi je connais bien
C'est vrai que c'est une très très bonne spécialiste des questions européennes. Ça, pour bien la connaître. Et c'est vrai que Emmanuel Macron n'avait pas beaucoup de choix. Le problème, c'est que quand il veut nommer des gens, il n'a pas d'armée de réserve. Il n'a pas. Quand il veut nommer. Là, il doit nommer, comme l'a confirmé Sylvie Cluzel ça pose quand même un sacré problème. Tout à l'heure, un ministre des Transports. Il n'a pas. Il a personne. Il n'a pas de personnel. Les deux grandes propositions françaises pour l'Europe, c'est Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a été condamnée pour négligence en relation avec un détournement de fonds publics, et maintenant Sylvie Goulard. Ouais. Voilà les propositions françaises pour diriger l'Europe. C'est quand même très préoccupant au plan éthique. Donc, et pour revenir à Sylvie Goulard, c'est une très bonne puisqu'elle a commencé à travailler au sein de la Commission européenne, et ensuite elle est devenue députée européenne. Donc elle connaît à la fois mais c'est une par ailleurs, elle ne correspond absolument pas à ce que les Français ont exprimé pendant les élections européennes. C'est une fédéraliste pure. Elle a toujours milité pour une Europe. Ça va très mal se passer lors de son audition. Pour une Europe fédérale, et je crains que son audition se passe très mal, non seulement pour les raisons de forme et son intégrité. Et également pour des raisons de fond, parce que sa vision de l'Europe ne correspond absolument pas à celle qui... J'ajoute un mot, c'est qu'on s'interroge sur les réalités du travail correspondant à son salaire supérieur à 10 000 euros par mois, selon sa déclaration d'intérêt au Parlement européen. On ne sait pas ce qu'elle a fait, et donc potentiellement, c'est peut-être une affaire Fillon. Oui. Bon, merci, et on suivra ça, l'audition, c'est début octobre. Début octobre, bien sûr. Et puis peut-être que d'ici là, il y aura une autre solution, non, sortie du chapeau. Non, il y a visiblement pas beaucoup de monde, non. Bon, d'accord. C'est comme pour les transports. En français, c'est ça, et donc c'est au Parlement Moscovici qui occupait le poste qui revient en France, quoi. Que Macron veut installer comme premier président de la Cour des comptes. Ouais. Ce qui est assez inquiétant aussi, parce que il faut être d'une indépendance totale. Ouais. Or, le passé de Pierre Moscovici, notamment dans l'affaire Cahuzac, dont je pourrais longuement vous parler, puisqu'il s'est mêlé de la procédure. Quand il y a une enquête judiciaire en cours, c'est assez préoccupant. Oui. Merci à tous les deux, Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit. On y reviendra bien sûr, parce que évidemment, et puis Jacques, pardon, on ne pouvait pas donner la parole plus longuement parce qu'on avait du mal. On vous entendait mal. Donc vous n'hésitez pas, chaque matin, vous nous appelez 0826 300 300 sur les sujets qui sont dans l'actualité, ou puisque c'est le petit déjeuner de l'actualité, ou alors sur d'autres sujets que vous voulez au contraire souligner et relever. Vous avez la parole, parlons vrai sur Sud Radio.